Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité ce matin, Raphaël Glucksmann, député européen, place publique. Bonjour, Raphaël Glucksmann, d'être avec nous. Beaucoup de sujets, évidemment. Nous allons commencer avec Donald Trump, nous allons parler du Proche-Orient et nous allons parler de la situation politique en France. Nous n'oublierons pas non plus les Ouïghours, parce que ça vous tient à cœur, on le sait. Raphaël Glucksmann, 18h heure française, Donald Trump commencera son second mandat. Est-ce que le destin de l'Europe et de la France est entre les mains de Donald Trump? Le destin de l'Europe et de la France est entre nos mains, Monsieur Bourdin. Mais je ne sais pas si nous avons conscience de la tempête qui arrive. Vous avez vu, Donald Trump est élu depuis des semaines, et depuis des semaines, qui il attaque tous les jours? Ce sont les démocraties européennes. Il n'attaque pas la Russie, il n'attaque pas la Chine dans ses propos. Il attaque ses alliés supposés, les démocraties européennes. Et moi, je lis avec attention tout ce qu'il dit. Pas simplement quand il propose d'annexer le Groenland ou quand il menace nos productions d'une surtaxation à l'entrée au marché américain, mais aussi ce que dit Elon Musk. Et ce que dit Elon Musk, c'est que, eh bien, tant qu'ils n'auront pas vaincu le virus woke, ce qu'ils appellent le virus woke en Europe, leur pouvoir ne sera pas assuré aux États-Unis. Et donc, ce qu'ils voient, ce qu'ils sont en train de concevoir, c'est l'idée, finalement, que nous sommes le 51e État américain et que les élections américaines vont continuer chez nous. Et donc, on aura des ingérences en permanence. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'Europe, c'est la France, c'est notre capacité à résister à cette tempête et à prendre en main notre destin. Est-ce que le rapport de force est engagé ? Le rapport de force est engagé par l'administration américaine et par Donald Trump. Le problème, c'est qu'en face, eh bien, que fait l'Europe ? Est-ce qu'elle est capable d'assumer un rapport de force ? Nous avons une plateforme X, nous avons Elon Musk, qui passent leur temps à chercher à déstabiliser nos démocraties, qui prennent pour cible un à un les gouvernements européens. Et en face, on a le silence. Et pourtant, nous avons les moyens de résister. Nous avons des lois que nous avons votées. Par exemple, le Digital Services Act, qui est une des lois les mieux votées de l'histoire du Parlement européen et qui permet à l'Europe de protéger notre débat public, de lutter contre l'utilisation des algorithmes à des fins politiques. Eh bien, nous n'appliquons pas nos lois pour l'instant et c'est ce qu'il faut faire. Alors je vais revenir sur effectivement cette ingérence américaine en Europe. Les États-Unis sont traditionnellement notre allié, ont toujours été notre allié. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les États-Unis sont notre allié ? Aujourd'hui, on peut dire que Donald Trump est notre adversaire politique. Il n'est plus notre allié. Puisqu'il s'ingère dans nos affaires. Vous savez, moi, je pense que ces concepts... Cette puissance n'est plus notre allié. Nous sommes les alliés des États-Unis. Mais quand on a des accords sur les finalités des politiques à mener, nous sommes alliés. Là, il se trouve que les accords vont être extrêmement compliqués à avoir parce que nous avons une administration américaine qui met en cause nos propres démocraties, notre propre souveraineté. Vous savez, tous ces concepts d'atlantistes ou d'anti-américains, tout ça ne veut plus rien dire. Regardez, quand vous avez une administration démocrate aux États-Unis, une administration Biden, qui veut soutenir la résistance ukrainienne, moi, je suis pour l'alliance avec les États-Unis puisque ça sert les intérêts de l'Europe, de la France et des démocraties. Mais aujourd'hui, qui sont les alliés de Monsieur Trump sur la scène politique française et européenne ? Ce sont précisément ceux qui faisaient profession de foi anti-américaine avant. C'est toutes les extrêmes droites européennes qui accourent à Washington pour soutenir la nouvelle administration parce qu'elle correspond à leur agenda idéologique. Et que donc, au-delà de ces termes atlantistes, anti-américains et tout ça, il y a d'abord une convergence idéologique. On est entré dans une période où tout est conflictualisé et où l'idéologie prime finalement sur les traditions diplomatiques. C'est extrêmement dangereux. Est-ce que le monde est en danger ? C'est extrêmement dangereux. Le monde est en danger, mais surtout l'Europe est en danger. Et moi, vous savez, mon obsession, c'est de défendre les intérêts stratégiques et les principes des peuples européens. Et je ne veux pas que nous soyons considérés comme le 51e État américain. Nous ne sommes pas le 51e État américain. Nous sommes l'Union européenne. Et il est temps d'affirmer notre puissance et d'oser notre souveraineté. Raphaël Glucksmann, Éric Zemmour, Sarah Knafo, Marion Maréchal sont à Washington pour cette investiture. Est-ce la liberté qu'ils célèbrent ou la fascination pour la force et la puissance ? C'est la soumission à la force et la puissance qu'ils célèbrent. C'est cet acte de ces pseudo-patriotes qui
étaient déjà les premiers à s'aplatir ventre plat face à Vladimir Poutine et qui sont aujourd'hui les premiers à chanter les louanges de Donald Trump. Mais que vont-ils faire quand il y aura une guerre commerciale avec les États-Unis d'Amérique? Donald Trump a déjà promis de relever les tarifs sur les produits européens. Quand nos productions seront visées par l'administration américaine, ils feront quoi? Ils célébreront celui qui vise nos productions, comme ils ont jadis célébré Vladimir Poutine qui s'attaquait au cœur de nos démocraties, qui attaquait nos hôpitaux via ces hackers russes ou qui s'en prenaient directement aux forces françaises en Afrique. Ils feront quoi? Vous savez, on a une longue tradition de ces pseudo-nationalistes qui aiment tellement la force qu'ils accourent dès qu'une puissance étrangère menace le cœur même de nos intérêts vitaux. Eh bien, nous devrons faire preuve de patriotisme européen, de patriotisme français et européen. Nous devrons défendre nos productions. Nous devrons répliquer si ces productions sont attaquées. Nous devons appliquer nos lois. Nous devons montrer que nous sommes une puissance souveraine. Et ça, c'est essentiel. Et ça commence par quoi? Par être capable d'assurer notre propre défense, notre propre sécurité. Vous voilà mais moi, souverainiste. j'ai toujours été pour la souveraineté. Je pense qu'il n'y a pas de liberté sans souveraineté. Je suis pour la souveraineté. Simplement, je pense qu'aujourd'hui, cette souveraineté, elle se construit largement à l'échelle européenne et qu'il faut l'Europe de la défense, cette Europe de la défense que toutes les extrêmes droites européennes combattent. Il faut, j'entends ça, mais ça avance ou pas? Bien, moi, je m'occupe en ce moment de l'embryon, de la construction de cet embryon de défense européenne qui est le rapport EDIP. EDIP, c'est, si vous voulez, la première fois qu'on va poser les bases d'une défense commune européenne. Mais pour une raison très simple. C'est qu'une cité, un pays ou un continent qui n'est pas capable d'assurer lui-même sa sécurité n'est pas vraiment libre. Depuis 80 ans, nous avons délégué notre sécurité aux États-Unis d'Amérique. Ça a permis la paix, la prospérité en Europe. Mais ça a aussi entraîné notre vassalisation. Et ça a entraîné le fait que tous les 4 ans, à chaque élection américaine, notre destin, notre sécurité se jouait dans les urnes du Michigan ou de Floride. Eh bien moi, je ne veux plus que notre destin se joue dans les urnes d'un pays étranger. Et les États-Unis peuvent être un allié, ça reste un pays étranger. Clairement, sur l'Ukraine et la Russie, si au Proche-Orient, effectivement, Donald Trump a joué un rôle important dans l'accord de paix trouvé, de trêve de paix, non, cette trêve trouvée et cet échange de prisonniers et d'otages. En ce qui concerne l'Ukraine, la Russie, il avait dit 24 heures, mais non, il va mettre des mois à régler cela. Est-ce que vous pensez qu'il risque d'abandonner l'Ukraine? Est-ce qu'il va abandonner l'Ukraine? Je ne sais pas ce qu'il va faire. Je ne suis pas Nostradamus. Vous le craignez, vous le pensez? Mais je crains, comme l'ensemble des services de sécurité en Europe, que les États-Unis abandonnent l'Ukraine, que les États-Unis fassent un deal avec la Russie en écartant les intérêts ukrainiens et en écartant aussi l'Union européenne et les pays européens de la table de négociation. Et nous, dans ce cas-là, on se retrouverait dans quelle situation maintenant? Il faut envoyer des troupes en Ukraine? On se retrouverait dans quelle situation, monsieur Bourdin? Mais juste pour que vous compreniez la gravité du moment. On se retrouvait dans la situation de la Tchécoslovaquie en 1938, attendant dans un corridor pendant les accords de Munich que les grands décident de son sort à sa place. L'Europe ne peut pas être la Tchécoslovaquie de 2024. Et donc il faut que dès qu'on discute de l'avenir du continent européen, ce soit les Européens qui négocient, ce soit les Européens qui soient à la table de négociation. Et aujourd'hui, comment on s'insère à la table de négociation? Eh bien, en augmentant notre soutien à la résistance ukrainienne. Nous avons toujours envoyant des troupes. Est-ce que si nous sommes présents sur le terrain, ça change la donne dans les négociations? Il ne s'agit pas d'envoyer des troupes, il s'agit d'abord d'envoyer les armes que les Ukrainiens nous demandent et que nous prenons tant de temps à envoyer en Ukraine. Il s'agit ensuite de saisir les 200 milliards russes qui sont dans nos banques au moment où on se parle, les avoirs publics russes, et de les affecter à la résistance ukrainienne. C'est toujours pas fait. Ce n'est toujours pas fait. Vous vous rendez compte? Ça fait des mois, ça fait des années qu'on le demande au Parlement européen et l'exécutif européen et les pays européens ne l'ont toujours pas fait. Mais nous continuons à importer du gaz russe. Raphaël, je vais vous dire une chose, monsieur Bourdin, qui va vous choquer. Même plus qu'avant. Mais je vais vous dire une chose qui va vous choquer. On a transféré plus d'argent à la Russie via nos achats d'énergie russe que nous n'avons donné d'argent à l'Ukraine depuis le début du conflit. Nous avons continué à financer la machine de guerre russe alors que cette machine de guerre ne vise pas simplement l'Ukraine, elle vise l'architecture de sécurité en Europe, elle vise l'ensemble des pays européens. Il y aura un accord entre Poutine et Trump sur notre dos?
c'est un risque immense et nous, il faut qu'on se prépare à toutes les éventualités. Vous savez, pendant toute la campagne des européennes, j'ai ouvert chacun des meetings en disant « Vous allez voir, le 5 novembre 2024, Trump va gagner les élections américaines et nous serons seuls, nous l'Europe, pour faire face à une guerre sur notre continent et ce sera la première fois depuis 80 ans. » Eh bien, tout le monde, à ce moment-là, me regardait en disant « Mais il joue sur les peurs, il est encore dans son trip de messianique, d'avoir finalement une angoisse existentielle face à la situation de l'Europe. Il veut dramatiser les enjeux parce que c'est les élections. » Non. Je suis, depuis le début, profondément convaincu que cette année, l'année 2025, sera une question de vie ou de mort pour le projet européen. Nous risquons, oui, de nous retrouver seuls face à cette guerre. Nous risquons, oui, d'être les victimes d'un deal entre Trump et Poutine. Et nous, il faudra qu'à ce moment-là, on soit des adultes capables d'assurer nous-mêmes notre sécurité, capables de continuer à soutenir la résistance ukrainienne. Et ça passe par des décisions fortes, à commencer par s'assurer du financement de la résistance ukrainienne. Et ce financement, il est facile. Il y a dans nos banques, je le répète, 200 milliards d'avoirs publics russes et il faut les saisir et les affecter à l'Ukraine. Raphaël Glucksmann, un mot, quitter X, vous avez quitté X ? Moi, ce que je suis en train de planifier avec d'autres, c'est un départ organisé. Si on part tous tout seul. C'est-à-dire départ organisé. Il y a un mouvement qui est organisé par un groupe, notamment de chercheurs du Sénat, qui s'appelle Hello Quit X. Et l'idée, c'est d'amener le maximum de gens à partir de X pour aller sur d'autres plateformes, comme Blue Sky ou comme Mastodon. Et donc, ça prendra des semaines, parce que si nous partons seuls, nous laissons le terrain. Donc, vous partirez. Moi, je vais annoncer mon départ progressif de X dans les semaines et les mois qui viennent. Il faut qu'on soit des centaines, des milliers, des dizaines de milliers à ne plus nourrir les algorithmes d'Elon Musk. Pourquoi ? Je vais vous dire une chose très simple. Parce que ce n'est pas simplement qu'il y a des opinions qu'on déteste. Oui. Moi, je suis pour la liberté d'expression. Moi, je trouve ça à la limite profitable que de se confronter à des gens, évidemment, qu'on déteste. Mais c'est pas ça qui est en train de se jouer. Ce qui est en train de se jouer, c'est l'utilisation d'une plateforme qui est devenue un espace de débat public primordial, crucial, vital pour nos démocraties, en trichant sur les algorithmes pour déstabiliser nos pays. Mais George Soros, lui aussi, avait pratiqué l'ingérence en Europe. Le milliardaire américain. Ça n'a jamais été dénoncé. Ça a été dénoncé. Vous comparez. Vous comparez l'investissement de Soros dans des ONG, dans des programmes d'éducation, même dans des campagnes politiques, avec des gens qui sont les propriétaires des lieux où on fait la politique aujourd'hui, où a lieu notre débat public, notre agora, le lieu où on discute. Aujourd'hui, c'est des propriétés privées de milliardaires qui peuvent influencer via des triches sur leurs algorithmes l'ensemble des résultats électoraux. Vous avez vu ce qui s'est passé en Roumanie ? Vous avez une élection présidentielle qui a été complètement faussée par un réseau social, TikTok, qui est contrôlé par le Parti communiste chinois. Vous avez vu ce qui se passe en ce moment en Angleterre, comment X est utilisé pour faire tomber le gouvernement travailliste. Vous avez vu ce qui va se passer en Allemagne. On a des élections en Allemagne au moment où on se parle et X est utilisé comme le véritable moteur de la campagne de l'AfD, c'est-à-dire de l'extrême droite allemande. Et donc, on est dans une échelle, dans une situation qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on a pu connaître par le passé. Bien, un mot sur un mot, on va pas dire un mot, parce que ce qui se passe au Proche-Orient, évidemment, il y a cette avancée, les Palestiniens sont dans la rue à Gaza pour célébrer la trêve, le Hamas parade devant l'hôpital Nasser à Khan Younis, dans la bande de Gaza, les armes à la main, et pendant ce temps-là, les Israéliens accueillent avec joie les otages libérés. Il y a contraste là. Oui, il y a contraste. Il faut prendre cette... Il y a contraste et ça choque. Ça choque. Les images montrées de Gaza... Ça choque les Israéliens, beaucoup d'Israéliens. Les images du Hamas sont choquantes. Cette organisation terroriste est choquante dans sa joie qu'elle manifeste comme si c'était une victoire d'avoir 80% de Gaza qui est détruite. Mais c'est une lueur d'espoir, ce cessez-le-feu. C'est une lueur d'espoir d'abord pour les civils qui meurent sous les bombes depuis des mois et des mois, les civils palestiniens. C'est une lueur d'espoir pour les familles et pour les otages, pour les familles des otages israéliens. Vous avez vu ces retrouvailles qui vous tirent les larmes. C'est une lueur d'espoir qu'il faut cultiver. Et moi, ce que je voudrais, c'est que l'Europe, qui a été si absente pendant la guerre, soit aujourd'hui présente pour
essayer d'ouvrir un chemin pour faire en sorte que ce cessez-le-feu fragile débouche sur la fin de la guerre et sur la paix. Et cette paix, elle passera nécessairement par l'affirmation d'un État palestinien. Parce qu'en fait, on n'aura jamais la paix tant qu'il y aura un peuple qui n'aura pas d'État. Raphaël Glucksmann, dans l'Isère, première circonscription, victoire de la candidate Ensemble pour la République, macroniste, 65-35, face au candidat LFI, soutenu par une grande partie du NFP. Je lis la réaction d'LFI. La division et les appels de Glucksmann à battre notre candidat et la confusion provoquée par la non-censure ont amplifié la démobilisation des électeurs. Vous êtes responsable de cette défaite ? Moi, j'ai dit une chose très simple. Oui. Je n'ai pas appelé à battre un candidat, et j'ai un grand respect pour les combats de l'IS loufoque, mais j'ai dit une chose très simple. Nous ne soutiendrons plus de candidats LFI. C'est aussi simple que ça. Nous n'avons pas aujourd'hui d'accord national place publique avec la France insoumise, et nous n'en souhaitons pas, parce que nos visions du monde, de l'Europe et de la France sont trop éloignées. C'est une rupture totale. Mais vous avez c'est une rupture totale. Vous avez une situation très simple. Est-ce que c'est une rupture totale ? Laissez-moi, oui, je vais vous dire oui. Pourquoi ? Nous avons soutenu le nouveau Front populaire parce qu'il y avait l'imminence d'une prise du pouvoir suite à cette dissolution insensée d'Emmanuel Macron, l'imminence d'une prise du pouvoir par Jordan Bardella, Marine Le Pen, Marion Maréchal et l'ensemble de l'extrême droite en France. On allait avoir un gouvernement d'extrême droite 3 semaines plus tard. Et donc face à cela, il fallait faire des choses difficiles. Il fallait un mouvement de résistance face à cette perspective imminente. Mais j'ai toujours dit que ce n'était pas un mariage. Et là, quand il n'y a pas de risque du Rassemblement national, pourquoi est-ce que vous voudriez que, connaissant les principes que nous défendons, les raisons pour lesquelles même je me suis engagé en politique, on arrive à soutenir l'extension du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Pour nous, c'est extrêmement clair. Notre responsabilité, c'est de construire une offre politique qui fixe un cap clair, qui soit capable d'assumer la contradiction, le rapport de force avec Jean-Luc Mélenchon et son appareil. Et puis on va arrêter de faire des hypocrites. La vérité, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il envoie déjà des lettres à toutes les maires pour pouvoir être candidat à la présidence de la République. Et que ses positions aujourd'hui, et sur la censure, et sur la nécessaire dissolution, et sur la destitution d'Emmanuel Macron, et sur la démission d'Emmanuel Macron, comme on veut l'appeler, tout cela est dicté par la volonté d'être candidat aux élections présidentielles. Et donc si on nous demande, est-ce que vous êtes prêt à soutenir une candidature Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle ? Je vous réponds net, clair, précis, jamais. Et donc, à partir de là, il faut construire une offre politique sans Jean-Luc Mélenchon et sans son appareil. Elle est en route, cette offre politique. Et François Hollande prend les devants. Il vous demande de rejoindre le PS, il veut tout rassembler. Bernard Cazeneuve, vous avez vu ses interventions. Est-ce que vous allez vous ranger derrière François Hollande ? Nous ne nous rangeons derrière personne et nous sommes parfaitement heureux que les gens veuillent des convergences. Mais nous ne rangeons derrière personne. Nous avons un parti, Place Publique, qui est passé de 1000 adhérents payants à 11 000 et qui aujourd'hui a une mission qui est extrêmement importante et qui détermine toute la suite. Construire un projet. Vous savez ce qui se passe ? Un projet présidentiel. Un projet législatif, présidentiel, local, tout ce que vous voulez, un projet pour la nation française. Un projet qui soit pas simplement une version édulcorée, par exemple, via des négociations de l'avenir en commun de la France insoumise. Non, un vrai projet écologiste, social-démocrate, humaniste, pro-européen, pour la France. Parce qu'en fait, ce qu'on paye à chaque fois face à la France insoumise, ou dans les débats, ou dans les négociations, ou partout ailleurs, c'est qu'on n'a pas une identité politique suffisamment claire. Et moi, ce que je veux, c'est construire cette identité, c'est dire ce qu'on veut pour l'économie, ce qu'on veut pour l'écologie, ce qu'on veut pour le social, ce qu'on veut pour la réforme des institutions, ce qu'on veut pour le mode de scrutin, ce qu'on veut pour notre pays. Et c'est ça l'enjeu essentiel. Une fois que vous avez ça, que vous savez dire qui vous êtes et ce que vous voulez pour le pays, vous pouvez aller devant les électrices et les électeurs. Avec un candidat à la présidentielle de 2027. Vous-même, Raphaël Glucksmann, on est clair.
De quoi me parlez-vous, monsieur Bourdin? Je vous parle de la construction ce que je vous dis, c'est que vous êtes en train de mettre en place. Cette construction, oui, elle suppose d'abord d'avoir un projet. Ensuite, elle suppose des discussions avec les forces politiques qui partagent ce projet, qui pensent la même chose sur la France et sur l'Europe. Eh bien, une fois que vous avez ça, on trouvera les moyens de désigner une candidature. Mais ce qui compte d'abord, c'est est-ce que notre ligne est suffisamment claire pour être comprise et audible. Et moi, je vous le dis, il y a aujourd'hui un espace politique immense. On l'a montré pendant les élections européennes. Je vous rappelle qu'on a quand même fait près de 14% et on était en tête largement à gauche. Eh bien, ce n'est pas suffisant. On s'en fout d'être en tête à gauche. Et le leader, c'était qui? Ce qu'on veut gagner, c'était moi, le leader à ce moment-là. Donc, et ce qu'on veut gagner, aux européennes, 14% à la présidentielle. Mais non, parce que 14% à la présidentielle, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Et l'enjeu, et d'ailleurs, il faut que chaque leader de gauche se pose une question profonde. Est-ce que le but, c'est d'être en tête à gauche, ou est-ce que le but, c'est de gouverner le pays, de gagner les élections pour pouvoir enfin mettre de la justice sociale, de la transformation écologique au cœur des politiques publiques menées dans notre pays? Et si le but, c'est de gagner les élections, eh bien, il faut qu'on ait un projet qui parle aux Français et qu'on arrête de se parler simplement entre nous. Si, Bruno Retailleau, si le gouvernement touche à l'aide médicale d'État, est-ce que vous censurez? Eh bien, pour nous, c'est clair depuis le début. On l'a formulé. Il n'y aura pas de nouvelle loi à l'immigration et il ne faut pas toucher à l'aide médicale d'État. Et si jamais le gouvernement y touche, eh bien, vous appelez à la censure? Mais on a envoyé nos messages qui sont extrêmement clairs. Nous n'avons pas d'accord de non-censure sur l'ensemble de la mandature. Et donc, désormais, nous jugerons sur les actes. Nous nous réunirons avec nos partenaires et nous gardons le droit, oui, de censurer sur le budget. Si par exemple les négociations, si il y a l'aide médicale d'État ou s'il y a une nouvelle loi d'immigration, si il y a des négociations qui sont en fait fake sur la réforme des retraites, où finalement le patronat a un veto absolu sur l'ensemble des propositions des organisations syndicales, eh bien nous gardons le droit de censurer. Mais ce que nous avons voulu montrer, c'est que nous ne censurions pas a priori, que la politique c'était pas un jeu de quilles pour balancer une boule de bowling et faire tomber les gouvernements les uns après les autres. Nous, ce que nous voulons, c'est la stabilité du pays, mais pas pour faire n'importe quoi. Et donc le gouvernement ne doit pas toucher à l'AME, le gouvernement ne doit pas... Si le gouvernement touche à l'AME, vous censurez. Mais on va discuter, moi je vais pas venir devant vous. Vous savez, non mais d'accord. Oui, bah moi ce que je vais dire, c'est qu'en tout cas, clairement, on est dans l'opposition et donc on utilisera toutes les armes à notre disposition pour faire pression pour qu'il ne touche pas à l'AME. Et s'il touche ? Bah là, on va se voir. Moi, je vais pas engager tout le monde devant vous. Non, mais vous avez un député. Vous avez un député. Monsieur Bourdin, moi, je viens chez vous. Je représente moi-même et mon parti, ce qui est énorme, mais je vais pas engager le Parti socialiste sans avoir eu la moindre discussion sur le sujet. Moi, c'est pour être clair. Vous savez, Raphaël Glucksmann. On va dire au gouvernement de ne pas toucher à l'AME et on va voir ce qu'ils vont faire. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'ils comprennent une chose. Le refus de voter la censure n'est pas un blanc-seing qui est donné au gouvernement. Et à aucun moment, nous n'avons dit que sur toute une mandature, nous n'utiliserons pas ce qui est l'arme de l'opposition, c'est-à-dire la censure. Mais ce que nous voulons montrer, c'est que nous sommes prêts, nous, à discuter, pas à se laisser marcher dessus, à discuter et à négocier. Et il faut reconnaître que ce gouvernement, jusqu'ici, a préféré négocier avec la gauche qu'avec l'extrême droite. Bien. Dernier mot, je le fais moi parce qu'on n'a plus de temps, je suis à débord, c'est qu'il y a des Ouïghours qui sont en Thaïlande actuellement, qui risquent d'être extradés vers la Chine et qui risquent la mort. Ce qui veut dire la mort, la déportation, la torture, et il faut que l'Europe et la France fassent pression sur le gouvernement thaïlandais pour ne pas envoyer ces hommes et ces femmes à une mort certaine. Merci Raphaël Glucksmann, 8h58, Patrick Roger après les informations de 9h.